Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en cette fin de mois d'août. Nous sommes le 30, le lundi. Le Bitcoin s'établit à 47 500 $. Il y a des choses assez intéressantes à dire, même s'il stagne depuis quelques jours. Finalement, le graphique nous donne des informations intéressantes à observer. Et donc, dans l'émission du jour, avant l'introduction, on va commencer par justement regarder l'état du marché actuel avec le Bitcoin, l'altcoin dominance. Pourquoi pas les indicateurs long terme et on essaiera de voir les différents scénarios qui pourraient se produire à l'avenir. Au niveau du top 30 des cryptos, la map est principalement dans le rouge, en tout cas sur une journée, mis à part pour Solana qui établit 7% aujourd'hui et ICP, Internet Computer, 3%. Mais vous le voyez, on a quelque chose d'assez négatif ici avec plutôt un marché qui stagne depuis quelques semaines. Mais on a tout de même Solana qui pousse et qui continue à pousser avec une performance sur 30 jours de 170%. On va profiter justement de cette émission pour faire le point sur Solana et on va déterminer ensemble justement les paliers de revente potentiels. Est-ce que justement il y a des niveaux de revente intéressants qu'il faut saisir pour les personnes qui en ont acquis il y a un moment. Et pour les personnes qui souhaiteraient acheter du Solana, quels seraient les paliers d'achat intéressants? Est-ce que ça serait beaucoup plus bas ou non? À quel endroit pourrions-nous finalement mettre nos ordres d'achat pour cet actif? Est-ce que les niveaux actuels peuvent être achetés? On va tenter de répondre à toutes ces questions dans l'émission. Et on terminera cette émission par une ou deux crypto-monnaies qui ont une configuration graphique intéressante qui pourrait, pourquoi pas, permettre de diversifier son portefeuille avec des actifs différents qui n'ont pas forcément encore performé et qui pourraient le faire à l'avenir si jamais le marché en décide ainsi. Voilà pour le programme du jour. Je commence avec un graphique en daily, ça veut dire que chaque bougie représente une journée. Depuis que la chaîne a été créée au mois de novembre, nous étions par ici sur les cours environ, eh bien nous avions identifié ces deux rectangles verts qui étaient donc des jolies zones de vente pour le Bitcoin. La première représentait les 161,8 de Fibo, la seconde les 261,8 de Fibo. Il y a des objectifs plus hauts qui n'ont pas encore été atteints. Regardez, le troisième objectif se situe par ici aux alentours des 86 à 90 000 $. Alors de façon très rapide, je vous montre comment j'ai trouvé ces trois objectifs. Là j'ai dézoomé, nous sommes en weekly sur un graphique en logarithmique. Tout à l'heure nous étions vraiment sur une vue de cette partie du graphique en daily. Alors pour trouver ces trois objectifs, j'ai tout simplement pris un Fibonacci de prolongation. En fait, c'est un indicateur qui permet de suivre les tendances, les vagues qu'il y a sur un actif. Ici, il se trouve que c'est un actif qui est relativement haussier et donc on a pu identifier les zones justement que cet actif pouvait atteindre en fonction des différents cycles qu'il y a eu. J'ai repris le bottom ici en 2015, donc le point le plus bas aux alentours des 158 $, le point le plus haut ici aux alentours des 20 000 et ici le point bas en 2020 aux alentours des 3 500 $. Eh bien, regardez, nous avons les 61,8 situés pile poil au milieu de ce rectangle, les 261,8 et les 423,6. Aparté terminé, je retourne sur le graphique en daily, ici donc chaque bougie représente une journée. On a fait un pic haussier aux alentours des 64 000 $, on a dépassé notre objectif des 261,8 de Fibo. Malgré tout, on avait une jolie divergence qui s'était installée à la fois en weekly, à la fois en daily, parce qu'on voyait qu'on avait un RSI baissier et un cours haussier. Derrière, le crash s'en est suivi avec une continuation baissière ici. Puis enfin une reprise qui fait passer le cours du Bitcoin de 28 à 50 000 $ en quelques semaines. Pour moi, cette poussée fulgurante est un peu précoce pour plusieurs raisons. La première, c'est que le crypto fear and greed est très élevé, donc il y a beaucoup déjà d'euphorie sur le marché alors qu'on n'est pas monté tant que ça et que nous n'avons même pas cassé le nouveau sommet. Donc si trop de gens pensent que le marché va partir aux 100 000 et que le marché va continuer à grimper dans cette zone-là, clairement, l'inverse risque de se produire, avec pourquoi pas tout d'abord un retour ici aux alentours des 34 à 38 000 $. Et si jamais on devait avoir toujours un sentiment très bullish sur l'approche de ces niveaux-ci, eh bien je pense que dans ce cas-là on pourra confirmer ce M. C'est effectivement un des scénarios possibles, mais c'est pas celui que je privilégie. Si on zoome un petit peu sur le graphique, on pourrait imaginer un retour sur cette trendline haussière qui vient chercher le cours plusieurs fois ici en tant que résistance et support par la suite, qui en plus correspond, regardez, lorsqu'on reprend toute cette baisse avec le Fibo, et bien tout simplement à la zone de rechargement ici. Malgré tout, c'est pas sûr que l'on y aille. Regardez, j'ai vu ça tout à l'heure, sur le RSI à cet endroit-là, on a plutôt quelque chose qui commence à dessiner une divergence qui n'est pas encore confirmée, mais qui pourrait l'être très prochainement. Regardez ici en daily, on a quelque chose qui monte, on a sur le RSI quelque chose qui est plutôt descendant, et pour que cette divergence soit confirmée, il faudrait que sur le RSI nous ayons une cassure de cette ligne
horizontale. Alors je viens la positionner de façon assez précise sur les 2 points bas. Donc cette ligne horizontale a déjà été touchée 2 fois, nous sommes sur le point de la toucher une 3e fois, et donc là la grande question c'est est-ce que justement en daily nous allons avoir un RSI qui vient casser cette ligne par le bas avec une confirmation, donc ça veut dire qu'il faudrait attendre, on pourrait très bien, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que sur ces indicateurs là, je suis en daily, vous avez en fait la dernière barre de cet indicateur qui continue à bouger en fonction du cours de la journée. Ça veut dire que par exemple si là ce soir le Bitcoin est à 45 000 ou 44 000, peut-être qu'on verra un RSI ici, mais si à minuit il finit à 47 000, bim, finalement la ligne on la verra pas en dessous sur la clôture, on la verra clôturer au-dessus. Je sais pas si je suis bien précis sur ce que je raconte, mais en fait ce que je veux dire c'est qu'il faut attendre minuit pour voir si effectivement on a bien cassé cette ligne ou non, et ce sera pas en milieu de journée, sur une cassure du milieu de journée, que ce sera validé. Ceci étant dit, on peut très bien imaginer également sur le RSI qu'on ne casse pas cette ligne par le bas, que finalement on établit à nouveau quelque chose d'haussier sur le RSI avec un retour sur cette trendline haute. Et sur le cours, cela se traduirait par une poussée supplémentaire ici pour revenir tester cette zone de rechargement située entre les 51 000 et les 57 000 $, avec la trendline au milieu qui se situe aux alentours des 55 000 $. Et à ce moment-là, on arriverait sur une zone de résistance encore plus forte, selon moi. Et si ça arrive et que l'on voit par exemple un Crypto Fear and Greed à 80 ou 85, voire 90, eh bien on pourrait imaginer sans problème que cette zone fasse bien et joue bien son rôle de résistance, avec pourquoi pas un petit retracement qui s'opère par la suite. Et à ce moment-là, on pourra, pour les personnes qui souhaitent investir dans le Bitcoin, imaginer des achats dans cette zone éventuellement, qui se situe, alors je vais vous mettre ça pour le faire à nouveau une dernière fois, entre approximativement les 39 000 et ici les 34 300 $. Voilà, mais ça sera des zones que l'on affinera ensemble avec le temps si jamais ce scénario se produit. Je continue ici sur l'altcoin dominance, il y a des choses très encourageantes que l'on visualise sur le long terme ici, notamment que sur le RSI on fait des plus hauts à chaque fois, donc pas de divergence en vue, et de plus ici on a un retracement qui s'est produit récemment. Vous voyez cette trendline, on a joué dessus plusieurs fois, on l'a cassé par le haut de façon assez drastique et assez énorme en avril 2021, on la reteste à cet endroit-là, sur les 38,2 de Fibo qui reprennent toute cette hausse, et là regardez on est en train de jouer dessus, et on essaye de grimper à nouveau, en tout cas c'est les bougies qui se dessinent depuis ces quelques semaines ici, et on pourrait imaginer, donc je vais aller zoomer là-dessus sur un graphique en daily, donc chaque bougie représente une journée. Nous avons depuis peu cassé cette trendline baissière finalement pour la retester avant de grimper à nouveau. On n'a pas de W propre ici, on n'est pas revenu tester les 61,8 de Fibo. Donc je ne serais pas étonné que nous revenions chercher des niveaux un petit peu plus bas sur l'altcoin dominance, avec des altcoins qui peuvent souffrir par rapport au Bitcoin. Mais vous voyez, je ne parle pas de grand chose en pourcentage par rapport au niveau actuel, je vous parle de seulement 10%. Des altcoins qui perdraient en moyenne 10% par rapport au Bitcoin dans les semaines qui viennent, avec une altcoin dominance qui reviendrait dans cette zone de rechargement, pour enfin imaginer une reprise un peu plus pertinente par la suite. Je pense que c'est le scénario à privilégier. Je ne dis pas que c'est forcément ce qu'il va se passer, puisqu'en fait on n'en sait rien. Si on regarde à nouveau le graphique en weekly, on voit que si on reprend finalement cette hausse sur l'altcoin dominance, on a tout de même la zone de rechargement qui se situe beaucoup plus bas sur ces niveaux-ci, qui matérialise donc une baisse par rapport au cours actuel, pour être un peu précis, de 40%, ce qui voudrait dire que les altcoins perdraient en moyenne 40% par rapport au Bitcoin. Mais je ne privilégie pas ce scénario et je ne serais pas étonné effectivement que l'altcoin dominance établisse un nouveau sommet courant 2021, voire début 2022. Il va falloir suivre ça avec attention, mais on le sait, le Bitcoin, lui, joue bien son rôle de réserve de valeur. Cependant, lorsqu'on voit les nombreux projets qui se lancent avec les protocoles qui permettent de développer des applications décentralisées, tout ce qui concerne également les NFT avec l'art digital, la possibilité d'avoir des possessions numériques, tout ça, ce sont des choses qui peuvent révolutionner en tout cas Internet. Et donc voir à l'avenir des crypto-monnaies qui dépassent le Bitcoin en capitalisation me semble tout à fait imaginable. Voilà pour l'introduction. Ceux qui aiment le contenu de la chaîne, n'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. On se retrouve après la très courte introduction pour la suite. Allez, c'est parti, et avant de vous parler de Solana, je vous montre rapidement un tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. C'est un tableau que j'ai créé sur Google Sheet qui permet de récapituler tous ces investissements et également de calculer ses plus et ses moins-values. Si vous avez de l'argent réparti sur plein de plateformes différentes, ça peut vous être très utile. Je vous explique comment il est fait. Alors tout d'abord, vous avez un onglet prix des coins où vous allez pouvoir ajouter toutes vos crypto-monnaies de façon très très simple. Je vais par exemple rajouter AAVE. Et vous voyez, son prix est récupéré en temps réel, en dollars et en euros. Je peux mettre n'importe quoi, par exemple Mana,
Je le mets en minuscule ici, hein, vous voyez ça a peu d'importance, et automatiquement son prix se récupère. Vous allez ajouter toutes vos crypto-monnaies jusqu'à 200 ici, et ensuite vous allez pouvoir aller sur l'autre onglet qui s'appelle valeur sur échange, et vous allez dire des AAVE par exemple, j'en ai 1 sur cette plateforme, j'en ai 0,2 sur cette deuxième plateforme, etc., etc. Et vous allez faire pareil pour Mana, voilà, pour les cryptos que vous possédez, là vous en avez 500 et ici 50 par exemple. Et ensuite, vous pouvez retourner sur votre tableau de bord et vous allez voir les données comme la possession de AVE, de Mana, combien ça vaut en dollars, en euros, le pourcentage que ça représente par rapport à la totalité de votre portefeuille. Ça va venir comparer tout ce que vous possédez comme crypto par rapport à ce que vous avez investi au départ et ça va vous dire combien vous gagnez et le ROI que vous avez, tout simplement. Vous allez pouvoir en plus de ça, tout simplement sur l'onglet calcul plus et moins-value, pouvoir ajouter toutes les transactions que vous avez faites en euros. C'est comme ça qu'en fait, vous allez reconnaître le montant que vous avez investi au départ. Vous allez dire tel jour, tel mois, j'ai acheté par exemple 1000 euros de crypto. Alors là, il y avait déjà 10 000 inscrits au préalable, hein. Donc là, il y a 11 000 euros investis par exemple dans cet exemple. Vous allez pouvoir vendre aussi. Vous allez dire qu'à ce moment-là, vous récupérez des euros. Vous vendez des crypto-monnaies pour récupérer des euros. Vous allez dire je récupère 2000 euros ce jour-là. Vous allez mettre la date et vous allez dire à ce moment-là, mon portefeuille valait, c'est écrit ici en haut à gauche, c'est récupéré par le programme, donc 26 462 euros. Et donc vous savez que si vous retirez 2000 euros et que votre portefeuille à ce moment-là vaut ce montant-là, donc 26 400 euros, vous avez sur les 2000 euros 1160 euros de plus-value. Vous allez pouvoir mettre tous vos achats et toutes vos ventes avec par rapport au fiat, hein, bien sûr, et vous allez connaître la plus-value totale de l'année, par exemple 2021. Vous avez des explications à droite ici. Vous avez également un onglet tutoriel qui vous explique en détail chaque action que vous pouvez faire sur le tableau. Vous avez mon mail à la fin si vous voulez me contacter, si vous avez quelconque problème, je vous aide jusqu'à ce que tout fonctionne sur votre ordinateur, même si la plupart du temps, il n'y a vraiment aucun souci sur les mises en place, hein, notamment parce que j'ai fait un tutoriel vidéo qui explique tout cela en détail. J'en ai fini avec cette petite explication de ce tableau que je vous partage. Ceci étant fait, on continue avec Solana. Solana, c'est un protocole, mais également une crypto-monnaie qui fait concurrence directe à Ethereum, puisqu'elle va permettre de la même façon, grâce à son écosystème, pour les développeurs de créer des smart contracts, des applications décentralisées, des choses qui sont liées au NFT. C'est un réseau qui se veut très scalable, c'est-à-dire que le nombre de transactions par seconde s'élève à 65 000, ce qui est vraiment énorme, beaucoup plus que le réseau d'Ether. La team est très compétente, issue de très grosses entreprises comme par exemple Qualcomm, Firefox et j'en passe. Le système de validation est un peu différent de ce qu'on connaît déjà, c'est du Proof of History. On connaît déjà par exemple le plus connu, le Proof of Work, qui permet de valider des transactions et des blocs grâce à la puissance de calcul de nos cartes graphiques, de nos ordinateurs. On connaît le Proof of Stake qui lui nécessite en fait la possession de crypto-monnaies pour pouvoir valider le réseau. Et le Proof of History, c'est un peu différent. En fait, il permet de façon cryptographique de prouver l'écoulement du temps. Et l'avantage de cela est simplement que les nœuds n'ont pas besoin de se coordonner par rapport à l'eurodatage puisque tout est inséré et inscrit directement dans le protocole. Et cela va permettre de gagner énormément de temps et donc va permettre au protocole de rester autant sécurisé tout en ayant une scalabilité énorme et de permettre un nombre de transactions très important. Alors c'est un peu compliqué, vous l'avez compris, je vous mets un lien qui explique un petit peu plus en détail le fonctionnement du Proof of History. Alors regardons un petit peu maintenant le cours de Solana, il est déjà à 103 $, en début d'émission il se situe aux alentours des 100, il continue à grimper, l'offre en circulation est de 290 millions de tokens, l'offre maximale sera de 488 millions, donc pas mal de tokens ne sont pas encore distribués, donc ne sont pas tradables. Si on regarde un petit peu l'historique, on peut voir qu'il valait en avril 2020 environ 69 centimes, c'était lors de sa création, les personnes qui en ont acquis à ce moment-là étaient vraiment précurseurs sur le projet. Il a dépassé ensuite en mai 2020 les 50 $ pour ensuite retracer aux alentours des 26 $ et ensuite on connaît la poussée actuelle. Si on regarde un petit peu les news, donc ça date du 28 août, on peut voir que Solana a intégré les oracles. Les oracles c'est quoi? C'est la possibilité grâce à la blockchain et grâce donc au projet Chainlink de récupérer des informations de la vie de tous les jours pour les inscrire sur la blockchain. Pour donner un exemple simple, on peut imaginer un site de paris sportifs décentralisé qui va récupérer par exemple le résultat d'un match grâce à un oracle, puisque c'est une information de la vie réelle que l'on peut intégrer finalement sur quelque chose qui est décentralisé. Voilà.
C'est donc une news qui est plutôt intéressante pour ce projet qui est donc Solana, qui va permettre aux développeurs d'intégrer ça dans leur application qu'ils vont créer, hein. On ne sait pas, ça peut être n'importe quel type d'application décentralisée. En tout cas, ça apporte au protocole une valeur ajoutée. Alors ça va être intégré dans le mainnet de Solana à partir du 4e trimestre de 2021. Donc c'est pas encore appliqué, mais ça le sera prochainement, probablement avant 2022. Le PDG et le fondateur de Solana indiquent que la combinaison d'une infrastructure d'Oracle de haute qualité et du réseau Solana peut permettre aux applications de la finance décentralisée de s'étendre à un niveau mondial. Deuxième news, donc sur Cryptonote, la mystérieuse annonce Twitter qui fait exploser la crypto Solana. Il s'agit d'un tweet envoyé le 27 août par l'équipe de développement de Solana qui annonce officiellement une mise à feu le 31 août. Donc ça n'a pas vraiment de sens, on ne sait pas de quoi il s'agit, on verra ça justement le 31 août, donc c'est-à-dire demain. Et ils ont ajouté cela sur leur site en écrivant « Le ciel est la limite, qu'est-ce qu'il va vous propulser ?» Donc on peut dire que c'est quelque chose de très aguicheur qui a permis tout simplement de faire le buzz, donc de faire parler d'eux, et donc c'est bien, on va dire, c'est une bonne chose. Ça a permis au cours de monter, beaucoup de personnes ont dû spéculer sur cette chose finalement qui est mystérieuse. Est-ce qu'aujourd'hui ça veut dire qu'il faut acheter du Solana ? Probablement pas, hein. Les gens spéculent sur une news et lorsque la news tombe, des fois c'est l'inverse qu'il se produit et il est possible que par exemple demain le cours perde 30%. Après une poussée aussi énorme, on peut s'attendre à un retracement bien sûr sur un actif comme Solana. Ça me permet d'enchaîner sur le graphique et justement pour les personnes qui auraient acquis du Solana par exemple pendant cette période ou encore avant, mais dans ce cas-là ça voudrait dire que vous êtes quand même très précurseur et vous avez probablement déjà pris quelques profits, eh bien regardez, on est entre les 123 de Fibo et les 161,8. Donc on est sur un cours qui pourrait continuer à pousser jusqu'aux 120 $ approximativement avant d'imaginer un retracement, puisque actuellement nous sommes pile poil entre ces deux zones, il n'y a pas trop de raison que ça s'arrête ici, puisqu'il y a selon moi aucune résistance propre. Après il y a les 261,8 de Fibo. Donc plusieurs possibilités, soit le cours vient résister au niveau des 161,8 et donc des 120 $ pour retracer, à ce moment là on va voir ensemble les objectifs d'achat potentiel, soit il retrace légèrement pour continuer. À ce moment-là, eh bien, les personnes qui en ont acquis au préalable auront encore une opportunité de revente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les personnes qui ont du Solana, qui en possèdent, devraient plutôt penser à des zones de vente plutôt que de se dire voilà c'est bon ça part to the moon, je les garde pour toujours parce que Solana c'est magique. Non, il faut rester dans le monde réel et être conscient que généralement quand on a des poussées extrêmes, des retracements s'opèrent par la suite. Et donc se dire que potentiellement il y a eu déjà plusieurs niveaux où vous pouviez reprendre des profits. Si vous ne l'avez pas fait, bah, tant mieux pour vous parce que là vous êtes encore plus en gain. Il y avait les 100 ici aux alentours des 80 $, les 123,6 de Fibo aux alentours des 95 $. Nous sommes maintenant à 105 $, donc je pense que le minimum que l'on puisse faire, c'est récupérer déjà son investissement de départ, au prix actuel pourquoi pas, et ensuite, si on est un petit peu plus joueur, se garder 80% pour en vendre par exemple 30 ou 40 ici au 161,8 à 120 $, et ensuite encore garder 40 ou 50% pour la suite et pour pourquoi pas imaginer un prix à 180 $. Toutes les stratégies sont possibles et vous pouvez même imaginer que le cours monte encore plus haut aux 280 $ aux alentours des 423,6 de Fibo. Malgré tout, plus on attend pour prendre ses profits et plus on prend de risques. On prend le risque de subir un moins 50, un moins 80% en quelques semaines, voire quelques jours. Donc il n'y a pas de bonne stratégie, mais vous devez savoir ce que vous risquez lorsque vous choisissez de prendre telle ou telle décision. Alors on en a fini avec les objectifs de vente, on va regarder un petit peu les objectifs d'achat. Donc admettons que vous souhaitez acheter du Solana aujourd'hui. Ben là, je vous dirais clairement, c'est pas le meilleur moment. Regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines consécutives vertes avec une performance de 330% en cette semaine. Est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter du Solana ? Je pense que vous pouvez vous-même répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut attendre effectivement qu'il y ait un retracement. Est-ce que le retracement peut s'opérer maintenant ? Oui, il est possible que ça arrive maintenant. Malgré tout, on est, comme je le disais tout à l'heure, sur aucune résistance. Donc il est possible qu'il monte tout d'abord aux 120 $ pour ensuite retracer. Si jamais il monte aux 120 $ et qu'il retrace, à ce moment-là, lorsqu'on va identifier des M, des choses intéressantes sur des timeframes plus courts, on va commencer à imaginer des niveaux d'achat. Donc on pourrait par exemple se mettre un Fibo qui va reprendre cette hausse. Donc je me positionne en bas de la bougie ici, je me positionne sur les 161,8, donc là je spécule sur le fait qu'il atteigne ce prix, donc des 120 $, et qu'ensuite il retrace. Et bien à ce moment-là, lorsque le retracement commencera à s'opérer, on essaiera d'identifier des zones. Donc on a par exemple un premier niveau sur les 81 $. Donc là, c'est les 38,2 de Fibo. Admettons que le cours monte jusqu'ici, qu'il retrace.
On a les 38,2. On a également les 23,6 au niveau des 96 $. Mais après une hausse de 330, mais là ça va faire même plus si on monte là-haut. Ça ferait une hausse, regardez, de 400%. Après une hausse de 400%, moi je ne mise pas sur les 23,6. J'attends un retracement plus profond pour investir. Même les 38,2, c'est un peu léger. Je préférerais attendre quelque chose de plus profond. Donc moi, personnellement, si je devais investir, j'attendrais entre les 57 et les 40 $. Voilà, tout simplement. Si jamais on atteint les 168, j'attendrai ce niveau de prix. Si, malgré tout, Solana est plus bullish que ce que l'on pense et que finalement, il atteint, alors on va remettre le Fibo de prolongation comme ceci, et que finalement il atteint un prix beaucoup plus élevé, à savoir les 268 à 180 $. C'était là, j'ai positionné le Fibo de façon approximative, c'est pour ça qu'on a 3 $ de moins, mais peu importe, c'est pour vous faire tout simplement un exemple. Et bien à ce moment-là, je prendrai mon Fibo de retracement sur cette distance-là, et là j'imaginerai mes targets d'achat. On aurait à ce moment-là un cours qui grimpe jusqu'ici pour retracer par la suite, et mes niveaux d'achat seraient dans un premier temps les 38,2 aux 116 $, mais vous le savez, je privilégierai moi personnellement la zone de rechargement entre les 80 et les 53 $. En plus de ça, ce niveau des 261,8 semble pertinent, puisque quand on met le Fibo de cette façon, on voit que la zone de rechargement qui se situe ici correspond à l'ancien sommet qui se trouve à cet endroit-là. Voilà, donc c'est à peu près les zones d'achat que j'identifie. Je suis ici sur du assez long terme, je suis en weekly. Donc est-ce que cette zone d'achat va être atteinte dans les 3 semaines qui viennent? Non, il va falloir être patient pour les personnes qui souhaitent acquérir de ce token. Et si jamais il est très bullish et qu'il va beaucoup plus fort, beaucoup plus haut, beaucoup plus rapidement, dans ce cas-là, vous oubliez ce token et vous essayez de chasser des opportunités ailleurs. Ou alors, vous essayez d'en acheter au moment où vous voulez, mais vous risquez de vous tromper puisque, vous le savez, quand on a plein de bougies vertes et qu'on essaye d'acheter, souvent, on fait des bêtises. Voilà, donc il faut essayer de ne pas faire ce genre de choses. J'en ai fini avec Solana et on va parler d'une dernière crypto-monnaie. C'est donc la crypto-monnaie Theta. Donc Theta, c'est un réseau social qui va permettre de regarder des vidéos sur quelque chose qui est complètement décentralisé. C'est un peu un YouTube ou plutôt un Twitch décentralisé puisqu'il y a des choses en streaming. J'y suis déjà allé faire un tour, mais j'ai jamais vraiment accroché, à vrai dire. Mais la crypto-monnaie a quand même énormément performé, donc c'est intéressant de la regarder. Elle était par exemple à 46,37 centimes ici au mois d'octobre 2020 et elle a touché un sommet à 16 $ au mois d'avril. Depuis, elle retrace. Donc ici, à l'image de Solana, on a eu quelque chose qui, en quelques semaines, a établi, regardez, si je prends ici au milieu du graphique, 400%, vous voyez, en 4-5 semaines. Donc c'était quelque chose d'énorme, énorme. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Un retracement, un M qui se dessine. En weekly, on n'a pas de divergence propre qui s'est dessinée, donc des fois les divergences n'apparaissent pas sur le RSI. Et donc c'était assez surprenant. Des fois, on ne sait pas trop, c'est comme je vous dis, sur Solana aussi bien, dans quelques semaines, son cours peut diviser par 2, par 3, par 4, par 5, vous voyez. Donc là, on passe de 16 $, on touche ici les 3, 4 $ sur 2 mèches. Une mèche à cet endroit-là, une mèche à cet endroit-là. Vous avez vu le graphique sur Solana, je vous disais qu'il faut attendre un retracement pour acheter. Sur Theta, qu'est-ce qu'on voit? On voit un retracement, justement. Est-ce que ça serait pas aujourd'hui une bonne zone pour acheter? C'est la question qu'on se pose. Et donc, je vais zoomer ici sur le graphique. Je vais mettre un Fibo qui reprend cette hausse. Et tout à l'heure, je vous parlais de zone de rechargement. Regardez ici, on y est dans la zone, on l'atteint une fois, 2 fois. Malgré tout, on fait un nouveau plus bas à cet endroit-là. Donc je vais enlever mes lignes et je vais vous mettre une droite. On va bien identifier de cette façon les plus bas. On voit qu'on a une tendance baissière. Quelque chose qui fait un plus bas, un plus haut, un plus bas qui est plus bas que le précédent, tendance baissière. On n'a toujours pas de tendance haussière qui s'installe, donc on n'a pas de signal fort qui nous indique que cette crypto-monnaie pourrait reprendre de la valeur, excusez-moi. Malgré tout, on peut identifier ici une droite de tendance, alors j'essaye de la dessiner proprement, mais vous voyez qu'il y a un petit excès ici haussier, on l'a cassé par le haut cette droite de tendance, on pourrait venir la retester sans faire de plus bas, et derrière former un W, là on aurait quelque chose à ce moment-là de très bullish. Malgré tout, pour un investissement par palier, les niveaux actuels sont déjà pertinents puisqu'on a atteint cette zone de rechargement. Donc pour un premier palier d'achat, sur un actif comme celui-là, ça reste pertinent. Essayez ensuite de vous garder la liquidité pour pourquoi pas essayer d'acheter sur des retracements, sur des confirmations de W, et à ce moment-là, vous allez peut-être avoir l'opportunité d'acheter un token qui pourrait faire un nouveau sommet, aller chercher des niveaux plus importants, les 25, les 30, les 50, les 100 $, qui sait. C'est pas sûr que ça arrive, mais c'est comme ça qu'on fait pour acheter en fait, c'est comme ça que l'on diversifie son portefeuille, on s'intéresse à plusieurs projets, à plusieurs crypto-monnaies, on n'achète pas sur l'euphorie, aujourd'hui l'euphorie c'est sur Solana, donc on n'achète pas du Solana aujourd'hui, on attend des retracements et lorsqu'ils se produisent, à ce moment-là on investit. Aujourd'hui on n'entend plus du tout parler de ce projet qui est donc Theta et c'est peut-être justement un moment pour investir puisqu'on le voit sur le graphique, c'est intéressant.
Voilà, j'en ai fini pour l'émission du jour. J'ai mis pas mal de temps à tourner cette vidéo et c'est pourquoi on voit finalement que les cours ont pas mal changé entre le début de l'émission et maintenant. Mais voilà, c'est pas grave, hein, ce sont les aléas. Et puis de toute façon, on fait des analyses sur du moyen long terme. On n'essaye pas de jouer des fluctuations sur 2 ou 3 heures de temps. En tout cas, c'est pas ce qu'on fait ici. Sur la chaîne, on cherche des investissements rentables sur du moyen long terme. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker si le contenu de la chaîne vous plaît, à vous abonner surtout. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne, probablement demain. Salut tout le monde!